Au centre-nord du Colorado se trouve le majestueux et impitoyable parc national des Montagnes Rocheuses, une vaste zone sauvage couvrant plus de 415 miles carrés de terrain montagneux et visitée par plus de 3 millions de personnes chaque année. La plupart des touristes rentrent d'eau chez eux avec des photos de sommets pittoresques et des souvenirs d'une nature majestueuse. Mais pas tous. Certaines personnes pénètrent dans ces montagnes et disparaissent sans laisser de traces, comme si elles se dissolvaient dans le brouillard et les rochers, ne laissant derrière elles que des questions et des proches inconsolables. Le 15 août 1933 était une journée brumeuse dans les Rocheuses. Un épais voile de brouillard gris enveloppait les pentes des montagnes, transformant les sentiers familiers en couloirs fantomatiques entre les arbres. La visibilité était limitée et l'air était humide et froid pour un matin doux. Mais Joseph Halpern, 22 ans, connu de tous sous le nom de Joe, n'était pas prêt à laisser le temps changer ses plans. Joe était un jeune homme brillant et déterminé, récemment diplômé de la prestigieuse université de Chicago, où il avait gagné le respect de ses professeurs et de ses camarades de classe grâce à son intelligence et à sa discipline. Il avait tout l'avenir devant lui, une carrière, des projets, des rêves. C'était le genre de personne qui ne laissait aucun obstacle se dresser sur son chemin. Et en ce matin brumeux, il se rendait au départ du sentier de randonnée de Bear Lake avec son vieil ami Samuel Garrick. Tôt le matin, Joe et Sam ont quitté leur campement temporaire à bord d'une berline Ford. Cette voiture fiable les avait amenés ici depuis Chicago. Elle avançait lentement sur la route de montagne, ses phares peinant à percer l'épais brouillard. Mais les jeunes hommes connaissaient bien leur itinéraire. Ils se dirigeaient vers le départ du sentier à Bear Lake, un point de départ populaire pour les ascensions dans cette partie du parc. Ce voyage dans les Rocheuses était la dernière étape d'un long périple à travers l'Ouest. Joe s'était lancé dans cette aventure avec ses parents et son ami Sam, partant de Chicago quelques semaines plus tôt. Ils avaient également traversé les prairies infinies, s'étaient arrêtés dans le Dakota du Sud pour voir le mont Rushmore et les Badlands, et terminé maintenant leur voyage dans les majestueuses Rocheuses du Colorado. Pour la famille Halpern, cela devait être une aventure inoubliable, un souvenir qui resterait gravé à jamais dans leur mémoire. Au lieu de cela, ce fut une tragédie qui les hanta pendant des générations. Lorsque le groupe arriva au départ du sentier, ils décidèrent de se séparer. Les parents de Joe, son père Bernard et sa mère, préféraient un itinéraire facile et tranquille à travers les zones pittoresques du parc. Ils étaient trop âgés pour faire de l'escalade sérieuse et voulaient simplement profiter de la nature sans trop d'efforts. Mais Joe était jeune, plein d'énergie et avide de défis. Il a insisté pour escalader Flat Top Mountain, une ascension difficile qui nécessite endurance et expérience. Joe et Sam ont commencé leur ascension vers 9 heures du matin. Le brouillard s'est progressivement dissipé, révélant une vue majestueuse sur les sommets et les vallées environnants. Le sentier était bien balisé, mais raide et exigeant. Ils ont marché pendant plusieurs heures, s'arrêtant pour reprendre leur souffle et admirer la vue panoramique. À midi, ils avaient atteint le sommet de Flat Top, une montagne plate d'environ 3750 mètres d'altitude. Au sommet, Sam se sentait extrêmement fatigué. L'ascension avait été plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Ses muscles des jambes le brûlaient et l'air raréfié de la montagne rendait la respiration difficile. Il a dit à Joe qu'il ne pouvait pas continuer et qu'il devait faire demi-tour. Mais Joe n'était pas encore prêt à abandonner. Il débordait toujours d'énergie et voulait continuer jusqu'à Taylor Peak, un autre sommet impressionnant situé à quelques kilomètres de là. Il était environ 14h30. Le soleil commençait à se coucher à l'ouest,
mais il restait encore quelques heures de lumière. Les amis se mirent d'accord sur un plan. Sam redescendrait jusqu'au départ du sentier à Bear Lake et y attendrait Joe. Joe continuerait jusqu'à Taylor Peak, puis redescendrait également à Bear Lake, où ils se retrouveraient pour rentrer ensemble au camping. C'était un plan raisonnable. Les sentiers étaient arrondis, balisés, le temps s'était amélioré, et Joe était un randonneur expérimenté. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Ils se serrèrent la main, puis Sam commença sa descente, tandis que Joe continuait le long de la crête en direction de Taylor Peak. Ce fut la dernière fois que quelqu'un vit Joseph Halpern vivant. Sam arriva au départ du sentier à Bear Lake vers 18h30. La descente lui avait pris près de 4 heures. Il avait marché prudemment, les genoux douloureux, mais il était arrivé sain et sauf au parking où la Ford les attendait. La voiture était là où il l'avait laissée le matin même, intacte. Sam s'assit sur un banc au départ du sentier et attendit que son ami apparaisse. 1 heure s'écoula, puis une autre. Le soleil se coucha derrière les montagnes, projetant de longues ombres à travers la vallée. La température commença à baisser. Les nuits dans les montagnes sont froides, même en août. À 21h30, Sam paniquait. 3 heures s'étaient écoulées depuis son arrivée, et Joe était toujours introuvable. Même avec le détour par Taylor Peak, il aurait déjà dû être de retour. Sam courut jusqu'au poste de garde forestier le plus proche, situé à quelques kilomètres de là. Le garde forestier de service écouta son récit agité et commença immédiatement à organiser une opération de recherche. Le temps était compté. Une nuit dans les montagnes peut être mortelle pour une personne perdue, même en août. À 23 heures, un groupe de gardes forestiers, armés de lampes torches et d'équipements, se mit en route pour les recherches. Le nombre exact de participants à la première équipe de recherche est inconnu. Il s'agissait toutefois d'une équipe professionnelle qui connaissait tous les sentiers et toutes les zones dangereuses du parc. Ils suivirent l'itinéraire que Joe était censé emprunter depuis Flat Top Mountain jusqu'à Taylor Peak, puis de retour vers Bear Lake. Mais la nature leur réservait ses propres défis. Peu après le début des recherches, le mauvais temps s'est abattu sur la région. Il a d'abord commencé à pleuvoir, une pluie froide et torrentielle qui a transformé les sentiers en ruisseaux glissants. Puis le vent s'est levé, hurlant entre les rochers et les arbres. La tempête était si forte que les chercheurs avaient du mal à rester debout et la visibilité était minimale, même avec de puissantes lampes torches. Les recherches se sont poursuivies toute la nuit, toute la journée suivante et les jours suivants. Des bénévoles, des habitants de la région et d'autres gardes forestiers se sont joints à l'opération. Ils ont fouillé chaque sentier, chaque crevasse, chaque falaise dangereuse. Ils ont vérifié les endroits où une personne aurait pu tomber ou s'abriter des intempéries. Ils ont crié le nom de Joe à l'aide de mégaphones, dans l'espoir d'entendre une réponse. Mais les montagnes sont restées silencieuses. Le mauvais temps a continué. Pluie, vent et parfois grêle. La tempête a fait rage pendant plusieurs jours, même s'il y a eu des périodes de calme relatif. Cela a rendu les recherches très difficiles. Si Joe était blessé quelque part et incapable de bouger, le froid et l'humidité le tuaient à chaque heure qui passait. S'il était tombé dans une crevasse ou d'une falaise, la pluie pouvait effacer ses traces ou recouvrir l'endroit où il était tombé avec des rochers et de la boue. Pendant 6 jours, les équipes de recherche ont ratissé les montagnes. Pendant 6 jours, la famille Halpern a vécu dans une terrible attente, espérant un miracle. Mais aucun miracle ne s'est produit. Le 21 août 1933, 6 jours après la disparition de Joe, le service des parcs nationaux des Rocheuses a officiellement mis fin à ses recherches actives. La déclaration officielle était brève et sans vie. Après 6 jours de recherches intensives,
aucun indice sur la localisation de M. Halpern n'a été trouvé. Aucune trace de sa présence n'a été trouvée dans les zones explorées. Ces recherches sont interrompues en raison du manque de nouvelles pistes à suivre. En substance, ils ont dit à la famille « Votre fils s'est volatilisé et nous n'avons aucune idée de ce qui lui est arrivé. » Pour Bernard Halpern, le père de Joe, c'était inconcevable. Il ne pouvait pas accepter que son fils ait simplement disparu sans laisser de traces. Une personne ne peut pas disparaître comme ça. Il devait y avoir des réponses. Il devait y avoir une vérité. Et Bernard a consacré les décennies suivantes de sa vie à rechercher cette vérité. Bernard a demandé à plusieurs reprises au FBI de rouvrir l'enquête. Il a écrit des lettres au directeur du FBI, J. Edgar Hoover, suppliant l'agence fédérale de l'aider à retrouver son fils. Il a contacté le service des parcs nationaux à maintes reprises, demandant à chaque fois « Y avait-il de nouvelles informations ?» D'autres recherches avaient-elles été menées? Y avait-il du nouveau? Les espoirs de la famille ont été entretenus pendant un certain temps par des rumeurs et des informations non confirmées, selon lesquelles Joe avait été vu dans différentes régions du pays. Quelqu'un affirmait avoir vu un jeune homme ressemblant à Joe en Californie. Un autre témoin disait l'avoir rencontré au Texas. Il y avait des rapports provenant d'Arizona, du Nevada et même du Mexique. Chacun de ces rapports suscitait un bref élan d'espoir. Peut-être que Joe était vivant, peut-être qu'il avait perdu la mémoire et errait à travers le pays, sans savoir qui il était. Peut-être qu'un miracle était encore possible. Mais aucun de ces rapports n'a été confirmé. Toutes les enquêtes se sont soldées par une impasse. Soit les témoins s'étaient trompés, soit il s'agissait d'un canular, soit il s'agissait simplement d'une erreur d'identification. Joe n'était ni vivant ni mort. Les décennies passèrent. Bernard Halpern vieillit, mais il ne cessa jamais de chercher des réponses. Même lorsque tout le monde avait abandonné, même lorsque sa femme le supplia de laisser le passé derrière lui pour sa propre santé, Bernard continua à écrire des lettres, à se renseigner et à chercher des indices. C'était devenu son obsession, sa malédiction et son seul but. En 1998, Bernard Halpern est mort sans jamais avoir découvert ce qui était arrivé à son fils cadet 65 ans plus tôt. Après sa mort, l'un de ses fils, Ronald, le neveu de Joe, a commencé à trier les affaires de son défunt père. Et là, caché dans des livres, glissé entre les pages, éparpillé dans des boîtes et des caisses, Ronald a trouvé des archives entières. Des photos de Joe, jeune, souriant, plein de vie. Des lettres que Joe avait écrites à sa famille au début des années 1930, avant sa disparition. Des copies, des demandes que Bernard avait envoyées au FBI, au service des parcs nationaux et au commissariat de police à travers le pays. Des lettres remplies de douleur, de désespoir et d'un refus obstiné d'abandonner. Des décennies de recherche documentées dans des papiers jaunis. Ronald est né près de 20 ans après la disparition de Joe et n'a jamais connu son oncle. Tout ce qu'il savait de Joe quand il était enfant, c'était l'unique avertissement de son père. « Ne pars jamais en randonnée seul, c'est ce qui est arrivé à mon frère, et il a disparu. » Bernard n'en a plus jamais reparlé. C'était un homme stoïque qui gardait sa douleur enfouie au plus profond de lui-même, sans jamais la montrer au monde. Mais maintenant, en lisant ses lettres, Ronald découvrait une autre facette de son père. La passion, la déception et l'amour sans limite pour son frère disparus. Bernard n'a jamais abandonné. Il s'est battu jusqu'au bout et Ronald sentait qu'il devait poursuivre ce combat. En 1988, Ronald Halpern a commencé sa propre enquête sur le secret de famille. Il a contacté des historiens, des archivistes et des employés du service des parcs nationaux. Il a rassemblé toutes les informations disponibles sur les événements d'août 1933. Il a essayé de comprendre
Qu'est-il arrivé à Joe ce jour-là? Est-il tombé dans une crevasse? S'est-il perdu? A-t-il rencontré un ours ou un puma? Ou bien s'est-il passé autre chose, quelque chose d'inexplicable? Ronald a déclaré dans une interview « En fait, j'essaie simplement de trouver la paix pour mon père. Quand j'ai lu les lettres qu'il a envoyées, j'ai vu de la passion et de la déception dans chaque ligne. Il voulait vraiment résoudre cette affaire pour mes grands-parents avant leur mort. Malheureusement, il n'y était pas parvenu. C'est maintenant mon travail. Mais, comme ceux qui ont cherché avant lui, Ronald n'a trouvé aucune réponse. À ce jour, 93 ans après sa disparition, le sort de Joseph Halpern reste un mystère total. Son corps n'a jamais été retrouvé. Aucun de ses équipements, aucun morceau de vêtement, aucune trace de sa présence nulle part dans les montagnes après qu'il se soit séparé de Sam au sommet de Flat Top. Joe a tout simplement disparu en ce jour brumeux d'août 1933, englouti par les montagnes rocheuses sans laisser de traces. Et la vérité sur ce qui lui est arrivé restera à jamais enfouie dans ces montagnes. Le 9 octobre 1949, 16 ans après la disparition de Joe Halpern, les montagnes rocheuses ont été le théâtre d'une autre disparition mystérieuse. Cette fois-ci, ce ne sont pas un, mais deux jeunes hommes qui ont disparu. Et, comme dans le cas de Joe, quelque chose de terrible s'est produit dans la région autour du lac Bear, l'endroit même où la voiture de Halpern a été vue pour la dernière fois. Bruce Gerling et David DeWitt étaient étudiants au Colorado Agricultural and Mechanical College, qui devint plus tard la Colorado State University. Tous deux étaient même des membres actifs de l'Aggies Hiking Club, un club étudiant pour les amateurs de randonnée qui organisait régulièrement des expéditions dans les montagnes du Colorado. C'était pas des randonneurs novices, c'était des jeunes gens expérimentés, entraînés physiquement et connaissant bien les montagnes. Ce week-end-là, les 9 et 10 octobre, le club organisa une grande expédition en groupe dans le parc national des montagnes rocheuses. 40 membres du club, 40 étudiants pleins d'enthousiasme et d'énergie, partirent en bus et en voiture particulière du campus universitaire de Fort Collins vers les montagnes. Le projet était ambitieux, un grand circuit en boucle qui commençait d'un côté du parc et se terminait de l'autre, en passant par certains des endroits les plus pittoresques des montagnes rocheuses. Le dimanche matin 9 octobre, le groupe s'est divisé. Le groupe de tête, composé de 29 personnes, a commencé son parcours à l'est du parc, au lac Bear. Mais 11 membres du groupe, dont Bruce Gerling et David DeWitt, se sont rendus en voiture à l'ouest du parc, dans la ville de Grand Lake, d'où ils prévoyaient de commencer l'ascension depuis le côté opposé et de rejoindre le groupe de tête quelque part au milieu, au lac Bear. Il était logique pour un groupe aussi important de partir de deux directions différentes et de se retrouver à un point central. De cette façon, l'ensemble du groupe pouvait couvrir plus de terrain et profiter de différentes vues du parc. Les 11 personnes, dont Bruce et David, ont commencé leur ascension depuis Grand Lake, vers 8 heures du matin le dimanche. Le temps était magnifique. En octobre, dans les montagnes, l'hiver approche, mais le ciel était dégagé. La première neige n'était pas encore tombée, même si les températures nocturnes descendaient bien en dessous de 0 degré. C'était la période idéale de l'année pour les randonneurs expérimentés. Les foules estivales étaient parties, la nature se préparait à son sommeil hivernal et l'air était cristallin. Le groupe de 11 personnes avançait à bonne allure sur le sentier menant de Grand Lake à Bear Lake. Le parcours faisait environ 16 km avec un dénivelé positif d'environ 1000 mètres. Exigeant, mais tout à fait faisable pour des randonneurs entraînés.
Ils prévoyaient d'atteindre Bear Lake vers midi ou en début d'après-midi, d'y retrouver le groupe de tête, de déjeuner ensemble, puis de redescendre vers la partie est du parc. Mais environ 2 heures après le début de la randonnée, lorsque le groupe s'est arrêté pour faire une petite pause, Bruce et David ont pris une décision qui leur a coûté la vie. Ils ont dit aux 9 autres membres du groupe qu'ils étaient fatigués et qu'ils voulaient se reposer plus longtemps. À proximité se trouvait une petite cabane de montagne, l'un des abris rudimentaires que le service du parc entretenait pour les randonneurs pris dans les intempéries. Bruce et David ont dit qu'ils resteraient à la cabane, se reposeraient pendant 1 heure environ, puis rattraperaient le groupe. Les 9 autres randonneurs n'y ont vu aucun inconvénient. La cabane se trouvait juste à côté du sentier. L'itinéraire était clairement balisé, il était impossible de se perdre. Bruce et David étaient membres des randonneurs expérimentés et membres d'un club. Ils savaient exactement où aller. Il leur suffisait de se reposer, puis de continuer sur le même sentier dans la même direction. C'était un plan simple. 9 personnes ont poursuivi leur chemin, laissant Bruce et David se reposer dans la cabane. Il était environ 10 heures du matin. Le groupe de tête prévoyait de les retrouver au lac Bear dans quelques heures, au plus tard vers 3 ou 4 heures de l'après-midi. Le sentier reliant Grand Lake à Bear Lake était en effet bien balisé. C'était l'un des principaux itinéraires du parc, emprunté chaque année par des milliers de touristes. Des panneaux en bois étaient se placer à chaque bifurcation du sentier. Le sentier lui-même était clair, bien tracé et facilement reconnaissable, même pour les voyageurs inexpérimentés. Dans des conditions normales, il était presque impossible de se perdre sur ce sentier. Les 9 membres du groupe ont atteint Bear Lake sans encombre vers midi. Là, ils ont retrouvé le groupe de tête composé de 29 personnes venues de l'Est. Ensemble, ils ont déjeuné, se sont reposés et ont profité de la vue sur le lac entouré de sommets majestueux. Et ils ont attendu Bruce et David. 1 heure s'est écoulée, puis une autre. À 3 heures, l'inquiétude a commencé à grandir. Où était Zach-il? Même s'ils s'étaient reposés pendant 2 heures dans la cabane, ils auraient déjà dû arriver. À 4 heures, l'inquiétude s'est transformée en alarme. Plusieurs membres du groupe se sont portés volontaires pour retourner sur le sentier à leur recherche. Les responsables du groupe ont toutefois décidé qu'il serait plus sûr pour tout le monde de descendre ensemble jusqu'à l'extrémité est du sentier. Peut-être que Bruce et David s'étaient trompés de chemin et étaient de retourner à Grand Lake. Tout le groupe, désormais composé de 38 personnes au lieu de 40, est redescendu jusqu'au point de départ du sentier à Bear Lake, où les bus les attendaient. Mais Bruce et David n'étaient pas là. Le groupe s'est retourné au campus universitaire de Fort Collins le dimanche soir même, espérant toujours que les 2 hommes disparus avaient réussi à retrouver leur chemin. Mais ce n'était pas le cas. Le lundi matin 10 octobre, lorsqu'il est devenu évident que Bruce et David n'étaient pas rentrés au dortoir, leurs camarades de chambre ont donné l'alerte. Une déclaration officielle de disparition a été déposée le mardi 11 octobre. Une opération de recherche à grande échelle a immédiatement été lancée. Des gardes forestiers, des étudiants bénévoles de l'université et des habitants de la région, soit des dizaines de personnes, se sont rendus dans la zone située entre Grand Lake et Bear Lake, où les 2 hommes avaient été vus pour la dernière fois. Ils ont d'abord inspecté la cabane où Bruce et David s'étaient arrêtés pour se reposer. Les gardes forestiers sont arrivés sur place mardi après-midi et ont trouvé la cabane vide. Il n'y avait aucun signe de leur présence à l'intérieur. Aucun effet personnel, aucune note, rien. Soit ils n'étaient jamais entrés dans la cabane, soit ils s'étaient reposés et étaient repartis sans laisser de traces. Au même moment, le temps dans les montagnes a radicalement changé. Ce qui avait commencé comme une matinée d'octobre calme, mais claire, le dimanche
s'est transformée en une véritable tempête de neige le lundi soir. La température est descendue bien en dessous de 0 degrés Marte. Des vents violents se sont levés et de fortes chutes de neige ont commencé. La visibilité est tombée à presque zéro et les sentiers ont disparu sous un manteau blanc. C'était le pire moment possible pour mener des opérations de recherche. Mais il était impossible d'arrêter les recherches. Quelque part dans ces montagnes se trouvaient 2 jeunes hommes, probablement blessés ou perdus, qui risquaient de ne pas survivre à la nuit dans de telles conditions. Les équipes de rescue de recherche ont travaillé sans relâche, malgré les conditions météorologiques épouvantables. Le mercredi 12 octobre, il était clair que la situation était critique. Bruce et David avaient passé 3 nuits dans les montagnes, à des températures bien inférieures à 0 degrés, avec des vents violents et des chutes de neige. Les chances de les retrouver vivants diminuaient d'heure en heure. Des renforts ont été appelés. Des alpinistes de l'armée du camp Carson, une base militaire de Colorado Springs, une équipe spécialisée dans les opérations de sauvetage en montagne, des alpinistes volontaires du service d'incendie, des étudiants de l'Université du Colorado ayant une expérience de l'alpinisme. Jeudi, une 50aine de personnes participaient à l'opération, passant au peigne fin chaque sentier, chaque ravin, chaque parcelle de forêt entre Grand Lake et Bear Lake. Mais ils n'ont rien trouvé, absolument rien. Le chef des gardes forestiers du parc, Barton Hirschler, dirigeait les recherches et sa frustration grandissante était évidente dans ses déclarations à la presse. Nous avons parcouru tous les sentiers 2 fois, du début à la fin. Nous avons examiné tous les itinéraires possibles qu'ils auraient pu emprunter. Nous avançons à tâtons dans le noir. Des vents violents ont soufflé des congères de 4 à 5 pieds dans les crevasses et entre les rochers. Si quelqu'un était tombé dans l'un de ces endroits, nous ne le saurions pas. Cette déclaration soulevait une question évidente. Si le sentier était si clair et facilement reconnaissable, s'il était impossible de le perdre de vue, comme cela avait été affirmé précédemment, comment 2 randonneurs expérimentés avaient-ils pu se perdre? Et s'ils s'étaient perdus en s'éloignant du sentier, pourquoi? Qu'est-ce qui les avait poussés à quitter l'itinéraire sûr et balisé pour s'aventurer dans l'inconnu? Plusieurs théories ont émergé. Peut-être ont-ils rencontré un animal, un puma ou un ours, et, en essayant de l'éviter, ils se sont éloignés du sentier et se sont perdus. Mais aucun signe d'attaque animale n'a été trouvé, aucun signe de lutte. Peut-être l'un d'eux s'est-il blessé, trébuché, tombé, blessé à la jambe, et ont-ils quitté le sentier à la recherche du chemin le plus court pour descendre, ou d'un endroit où s'abriter. Mais là encore, aucune trace n'a été trouvée. Peut-être ont-ils rencontré d'autres personnes, dangereuses, qui les ont forcés à quitter le sentier. Mais cela semblait peu probable au milieu d'un parc national où se trouvaient des dizaines d'autres touristes. Là encore, aucun indice laissant supposer l'intervention d'un tiers n'a été trouvé. Ou peut-être quelque chose dans la forêt a-t-il attiré leur attention, un bruit étrange, une vision inhabituelle, et ils ont décidé d'aller voir, s'éloignant de la route, et se sont perdus, incapables de retrouver leur chemin. Cela semblait être l'explication la plus plausible, mais cela laissait encore des questions sans réponse. Le vendredi 14 octobre, plus de 60 personnes participaient aux dés des recherches. Des chiens dressés pour rechercher des personnes ont été utilisés, mais les chiens n'ont pas pu détecter d'odeur, la neige ayant effacé toutes les traces. Les alpinistes ont fouillé des zones rocheuses dangereuses, pensant que Bruce et David avaient peut-être fait une chute dans un ravin. Rien n'a été trouvé. Les étudiants, amis des disparus, refusèrent d'abandonner. Même lorsque les sauveteurs professionnels commencèrent à perdre espoir, 5 étudiants volontaires poursuivirent les recherches de leur propre chef, ratissant sans relâche la région du lac Bear.
Mais le 17 octobre, après 8 jours de recherche infructueuse, l'opération officielle a été annulée. Une réunion a été organisée avec des représentants de l'université, les parents des étudiants disparus, les gardes forestiers, une équipe de recherche de l'armée et des membres du club de randonnée. Le doyen des étudiants, J.C. Clevenger, a fait une annonce sinistre. Il est inutile de poursuivre les recherches. Il n'y a plus aucun espoir de retrouver les 2 étudiants vivants. Nous prions pour leurs âmes. Mais le père de Bruce, William Gearing, de Phoenix, en Arizona, ne pouvait l'accepter. Il ne pouvait pas simplement rentrer chez lui et se résigner au fait que son fils avait disparu sans laisser de traces. William se rendit dans le Colorado et commença ses propres recherches. Pendant près d'1 an, William Gerling se rendit régulièrement dans les Rocheuses, souvent seul, parfois avec un petit groupe de bénévoles, et passa au peigne fin les mêmes zones que les sauveteurs professionnels avaient emmafouillées. Il parcourut les sentiers, examina chaque crevasse et vérifia chaque grotte et chaque abri. Il engagea des guides de montagne privés qui connaissaient chaque recoin du parc. Il dépensa ses dernières économies dans ses recherches, poussé par l'espoir désespéré de trouver quelque chose. Le corps de son fils, son sac à dos, n'importe quelle trace. Mais, comme tous ceux qui l'avaient précédé, William n'a rien trouvé. En 1950, 1 an après la disparition, épuisé physiquement et émotionnellement, il a finalement abandonné les recherches. Bruce Gerling et David DeWitt n'ont jamais été retrouvés. Comme Joe Halpern 16 ans avant eux, ils ont simplement disparu dans la région de Bear Lake, sans laisser aucune trace. À ce jour, 77 ans plus tard, leur sort reste un mystère total. Le 13 février 1983, 34 ans après la disparition de Bruce et David, les montagnes Rocheuses ont emporté un autre homme sans explication. Rudy Merder, âgé de 27 ans, n'était pas un touriste amateur ordinaire. C'était un professionnel de haut niveau. Rudy avait servi pendant 2 ans dans les troupes de montagne de l'armée allemande, une unité d'élite spécialisée dans les opérations en haute altitude et l'alpinisme dans des conditions extrêmes. Après son service, il a participé à 2 expéditions dans l'Himalaya, la chaîne de montagnes la plus haute et la plus dangereuse du monde. Il était en excellente forme physique, c'était un alpiniste expérimenté qui savait comment survivre dans les conditions hivernales les plus difficiles. En d'autres termes, si quelqu'un pouvait affronter les Rocheuses en hiver, c'était bien Rudy Merder. Début février 1983, Rudy a planifié une expédition en solo dans le parc national des Rocheuses. Il ne s'agissait pas d'une simple promenade estivale le long de sentiers pittoresques, mais d'une véritable aventure d'alpinisme hivernal. Son projet était ambitieux, 2 à 3 jours de ski et d'escalade dans une zone reculée du parc, en passant par le col Thunder Pass et en descendant jusqu'au camp 3, où il prévoyait d'installer son camp de base. Depuis le camp de base, Rudy prévoyait de faire des excursions d'une journée vers les sommets voisins, en revenant au camp chaque soir. C'était une tactique classique pour les expéditions hivernales en solo. Établir une base sécurisée avec une tente, de la nourriture et du matériel, puis faire des excursions légères. Tôt le matin du 13 février, Rudy a retrouvé un groupe d'amis au lac Zimmerman, situé près de l'autoroute 14 dans le Colorado, près du col Cameron. C'était le point de départ de son itinéraire. Ses amis étaient venus lui dire au revoir et peut-être l'accompagner pendant la première partie du voyage. Vers 9h du matin, Rudy a dit au revoir à ses amis. Il était parfaitement équipé pour l'alpinisme hivernal. Plusieurs couches de vêtements chauds, des skis de randonnée professionnels, un piolet, un détecteur de victimes d'avalanche,
un sac à dos contenant une tente, un sac de couchage, de la nourriture pour plusieurs jours et un réchaud à gaz pour cuisiner. Tout le nécessaire pour survivre de manière autonome dans les montagnes en hiver. Ses amis regardèrent Rudy s'éloigner avec assurance sur le sentier enneigé en direction du col Thunder Pass, jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse parmi les arbres. Ce fut la dernière fois que quelqu'un vit Rudy Merder. Selon le plan, Rudy était censé revenir au point de départ du sentier, au lac Zimmerman, dans 2 ou 3 jours, soit le 15 ou le 16 février. Mais ces jours passèrent, et Rudy ne se présenta pas. Son colocataire, Hans Massmüller, commença à s'inquiéter. Le 18 février, alors que Rudy avait déjà 2 jours de retard, Hans a décidé d'agir. Le 19 février, Hans a déposé une déclaration officielle de disparition auprès du bureau du shérif du comté de Larimer. L'agent de service a écouté la description de la situation et a immédiatement compris sa gravité. Un alpiniste expérimenté était porté disparu dans les montagnes enneigées depuis 6 jours. Même avec son niveau d'entraînement et son équipement, la situation était critique. Le 20 février, une opération de recherche à grande échelle avait été organisée. Des gardes forestiers, des sauveteurs du comté, des alpinistes bénévoles, plus de 30 personnes se sont lancées sur la route que Rudy était censé emprunter. Et presque immédiatement, elles ont commencé à trouver des indices. Le 21 février, 2e jour des recherches, le groupe a découvert une cache de nourriture à l'entrée de Box Canyon. Une partie des provisions de Rudy qu'il avait cachées là, probablement dans l'intention de les utiliser pour son retour. La nourriture était soigneusement emballée dans un sac étanche et enfouie dans la neige pour la protéger des animaux. C'était un bon signe. Cela signifiait que Rudy avait au moins atteint cet endroit et que tout se déroulait comme prévu. À environ 15 mètres de la cachette de nourriture, les chercheurs ont découvert quelque chose d'encore plus intéressant. Une grotte de neige. Il s'agissait d'un abri artificiel creusé dans la neige profonde. Une technique classique de survie en hiver. Lorsque la température descend à des niveaux critiques ou qu'une tempête de neige commence, les alpinistes expérimentés creusent une grotte dans la neige qui offre une protection contre le vent et un intérieur nettement plus chaud que l'extérieur. La grotte de neige de Rudy était construite de manière professionnelle. L'entrée était petite pour minimiser les pertes de chaleur. L'intérieur était suffisamment grand pour accueillir une personne et son équipement, et les parois étaient lisses. Mais la grotte était vide. Il n'y avait aucune trace de Rudy à l'intérieur, aucun équipement, rien. C'était étrange. Si Rudy avait creusé cette grotte pour attendre que le mauvais temps passe, où était-il maintenant? Et pourquoi n'avait-il laissé aucune de ses affaires ici? Les chercheurs ont soigneusement examiné les environs de la grotte de neige et de la cache de nourriture dans l'espoir de trouver des indices, comme des traces de ski ou de bottes dans la neige, indiquant la direction prise par Rudy. Mais le 19 février, jour où la disparition a été signalée, 35 cm de neige fraîche sont tombés dans la région. Toutes les traces qui auraient pu s'y trouver auparavant ont été entièrement recouvertes. Ce sont les seules preuves qui ont été trouvées au cours des 4 jours de recherches intensives. La cache de nourriture et la grotte de neige, et rien d'autre. Le 22 février, 65 personnes, un chien d'avalanche dressé et 4 hélicoptères survolant la zone participaient aux opérations de recherche. Les recherches se poursuivaient tout au long de l'itinéraire que Rudy était censé emprunter. Le col Thunder, la descente vers le camp 3, tous les sommets et vallées environnants. Mais aucun nouvel indice n'a été trouvé. Rudy Merder avait disparu aussi complètement que Joe Halpern, Bruce et David avant lui. Le commandant des opérations de recherche et de sauvetage a fait une déclaration à la presse. Nous avons bon espoir de retrouver M. Merder, ou au moins des indices sur l'endroit où il se trouve.
Mais jusqu'à présent, les recherches ont été infructueuses. Les fortes chutes de neige rendent le travail beaucoup plus difficile. Les chiens d'avalanche, spécialement entraînés pour rechercher des personnes ensevelies dessous la neige, étaient le principal espoir. Si Rudy avait été pris dans une avalanche ou était tombé dans une crevasse et avait été enseveli sous plusieurs mètres de neige, les chiens auraient d'abord dû pouvoir le repérer à l'odeur. Mais les chiens n'ont donné aucun signe. Ils ont couvert tout le parcours présumé et n'ont trouvé aucune trace d'odeur humaine. C'était presque impossible à expliquer. Rudy Merder n'était pas un novice susceptible de paniquer et de commettre des erreurs stupides. C'était un professionnel ayant suivi un entraînement militaire et ayant l'expérience de l'Himalaya. Il connaissait mieux les dangers des montagnes en hiver que la plupart des sauveteurs qui le recherchaient. Il disposait de tout l'équipement de survie nécessaire. Il savait lire la météo, éviter les avalanches et construire des abris. Et pourtant, il avait disparu sans laisser de traces. Les recherches se sont poursuivies pendant plusieurs jours, mais à la fin du mois de février, il est devenu évident que la phase active de l'opération devait être interrompue. Trop de temps s'était écoulé. Trop de territoires avaient été fouillés sans résultat. Il a été annoncé que les recherches passeraient en mode passif. Cela signifiait que les patrouilles de gardes forestiers continueraient à surveiller la zone lors de leurs raids réguliers et que le public serait averti. Si quelqu'un trouvait quelque chose de suspect dans cette zone du parc, il devait le signaler immédiatement aux autorités. Le printemps arriva. La neige commença à fondre. C'était le moment où tout le monde s'attendait à ce que le corps de Rudy soit retrouvé, lorsque la couche de neige disparaîtrait, exposant tout ce qui avait été enfoui sous elle pendant l'hiver. Les gardes forestiers patrouillaient régulièrement dans les zones de Box Canyon et Thunder Pass. Les touristes qui revenaient dans le parc en été étaient avertis de prêter attention à toute découverte inhabituelle. Mais rien ne fut trouvé. L'été passa, puis l'automne et l'hiver suivant. Les années s'écoulèrent. 43 ans se sont écoulés depuis la disparition de Rudy Merder, et pendant toutes ces années, aucune trace de sa présence n'a été trouvée, à l'exception de cette cache de nourriture et de cette grotte de neige découverte en février 1983. Ces gars lesquels auraient dû survivre, car ils sont fabriqués dans des matériaux durables. Ces vêtements sont en tissu synthétique qui ne se décomposent pas avant des décennies. Son piolet, sa casserole en métal, sa tente et son sac de couchage auraient dû rester intacts, même si le corps s'était décomposé ou avait été dévoré par des animaux. Mais rien de tout cela n'a jamais été retrouvé. C'était comme si Rudy Merder s'était évaporé quelque part entre le lac Zimmerman et Box Canyon en février 1983. 3 disparitions, séparées par plusieurs décennies. 3 personnes complètement différentes. Un jeune diplômé universitaire, 2 étudiants, un alpiniste professionnel. 3 saisons distinctes, août, octobre et février. 3 circonstances différentes. Et pourtant, il existe des similitudes effrayantes. Tous 3 ont disparu dans le parc national des Montagnes Rocheuses. Tous 3 se trouvaient sur des itinéraires bien connus, que des milliers de personnes empruntent chaque année sans incident. Tous 3 avaient fait de l'expérience en randonnée, et tous 3 ont disparu sans laisser de traces. Pas de corps, pas d'équipement, pas d'indices permettant d'expliquer ce qui s'est passé. Les montagnes rocheuses sont un endroit dangereux. Chaque année, des gens y trouvent la mort, victimes de chutes de falaises, d'hypothermie, d'attaques d'animaux sauvages ou d'avalanches. Mais dans la plupart des cas, les corps sont retrouvés. Cela peut prendre des jours, des semaines, parfois des mois, mais finalement, des randonneurs, des gardes forestiers ou des animaux découvrent les restes. Mais pas dans ces 3 cas.
ces personnes ont disparu si complètement, si totalement, que même des décennies plus tard, aucun indice sur leur sort n'a été trouvé. Qu'est-il arrivé à Joseph Halpern en cette journée brumeuse d'août 1933? Est-il tombé dans une crevasse profonde qui n'a jamais été retrouvée? A-t-il rencontré quelqu'un ou quelque chose dans les montagnes? Ou s'est-il passé quelque chose de si inhabituel que nous ne pouvons même pas l'imaginer? Qu'est-il arrivé à Bruce Girling et David DeWitt, deux étudiants qui se sont simplement arrêtés pour se reposer à la cabane et qui n'ont jamais atteint Bear Lake, alors que le sentier était dégagé et facilement discernable? Et qu'est-il arrivé à Rudy Merder, un alpiniste professionnel ayant suivi un entraînement militaire qui a creusé une grotte dans la neige, caché des provisions, puis a tout simplement disparu? Nous ne le saurons jamais. Les montagnes rocheuses gardent leurs secrets. Et quelque part dans ces sommets majestueux et impitoyables, sous les rochers ou la neige, dans des endroits où aucun pied humain n'a jamais foulé, se trouvent les réponses à ces questions. Mais ces réponses resteront à jamais cachées.